Lazarus, éloge de la bêtise. J'arrivais vers 5 heures et trouvais seule près de son feu cette charmante femme que tout Paris connaît, honore et sert. On se demande comment elle fait pour réussir dans son salon tant de gens disparates qui devraient se haïr et se haïssent en effet. Mais je crois avoir pénétré son secret qui est simple, bien que difficile à pratiquer. Elle donne à chacun la persuasion qu'elle l'aime particulièrement et au-dessus de tous les autres, qu'elle seule au monde le comprend et ne le blâmera jamais, quoi qu'il se permette, et qu'ainsi il pourra tout lui dire sans rien risquer, et pas même la discrétion. Elle veut tout savoir, sans que l'on sache que si c'est par curiosité ou parce qu'elle a remarqué que les hommes aiment à parler d'eux-mêmes. Mais ce qu'on lui confie, elle le met avec ses propres affaires, dont nul n'a connu et ne connaîtra jamais aucune. Ce n'est pas tout. Elle est jolie. Nul de ceux qu'elle reçoit ne pourrait affirmer sans mensonge qu'il en est pas été amoureux, peu ou prou. Mais après 10 ans, on n'est pas plus lié avec ce qu'on ne le fut dès le premier jour, où elle vous déclara impétueusement son affection. Comme toutefois elle n'a pas, du moins en êtes-vous sûr, laissé prendre à un voisin ce que vous souhaiterez, le respect l'entoure. À peine m'eut-elle reconnu, j'eus la certitude invincible qu'elle m'attendait justement en ce jour et à cette heure-là, et que nulle visite ne pouvait lui être plus agréable que la mienne. Elle me fit asseoir auprès d'elle et me pressa, avec une anxiété incroyable, de lui apprendre ce que je faisais. Dès qu'elle sut que je méditais quelques pages sur la bêtise, elle en fut charmée. Elle eût voulu les lire incontinent et les répandre à travers le monde. « Ce sera une leçon, dit-elle, pour tant de sots. »« Hélas, dis-je, vous vous trompez, cher ami. Il ne s'agit point des sots, mais des bêtes. Monsieur Littré, que j'ai consulté attentivement, demande qu'on distingue la bêtise de la sottise. La bête est dans la bêtise, observe-t-il, tandis qu'elle n'est pas sans sottise. La bête est bornée, a peu d'idées. La bêtise est dans tout ce qui provient de l'ignorance, d'un esprit sans portée, d'une intelligence sans lumière, et même parfois d'une intelligence distraite ou mal informée de certaines choses. « Ah bon, dit-elle, mais n'est-ce point la sottise aussi ? » « Non ! Si l'on en juge par rapport à M. Littré, il explique en effet que la sottise est caractérisée par l'absence de jugement, absence qui ne permet pas au sot de se fier jamais de ses idées. Il peut y avoir des bêtes parmi les gens d'esprit, mais il n'y a pas de sots. Et il cite l'exemple de La Fontaine, qui, en raison de sa simplicité, était parfois une bête, mais n'était jamais un sot. Il ajoute que la science ne préserve pas de la sottise. « Ah, voilà qui est vrai, s'écria la jeune femme. Et nous connaissons, vous et moi, des savants qui sont des sots. Mais quand je parle d'eux, je dis qu'ils sont bêtes, n'en déplaise à M. Littré, qui vous délivrera, mon Dieu, des grammairiens. Et ne pouvez-vous songer à la bêtise sans la chercher d'abord la définition dans le dictionnaire ? » « Oh, dis-je, c'est aujourd'hui la mode, et je confesse que je l'ai suivi servilement. J'ai donc pris l'avis de M. Littré, mais ce ne fut pas sans grincer des dents, à cause du ton péremptoire et impérieux que ce philologue garde toujours, et qui est prodigieusement agaçant. Oh oui, et peut-être en outre est enclin à construire la grammaire suivant la logique, ce qui est la méconnaître. Il y a beaucoup de logique en rien, mais surtout la grammaire en est totalement dépourvue. En somme, dit-elle, vous avouez que vous avez été un peu bête. Ou un peu sot, je ne sais plus. Je me suis mis en effet à chercher moi-même des références. Et je suis ainsi tombé sur un conte de Voltaire, qui s'appelle « L'histoire d'un bon brahmin ». « Tiens, dit-elle, je ne la connais pas.
Sans vous en offenser, j'en étais sûr. On parle de Candide, de Zadig, aussi de l'ingénu, mais jamais de même nom ou de Brahmin. Le fait est que dans ce dernier conte, Voltaire confond hardiment la bêtise avec la sottise, et même avec l'imbécilité. M. Littré n'était pas encore né quand écrivait Voltaire, dont les chefs-d'œuvre se trouvent aussi gâtés par de nombreuses imperfections. Il n'y a qu'une règle, dit la jeune femme. On dit de quelqu'un « c'est une bête », mais de plusieurs personnes, on ne dit pas « ce sont des bêtes », on dit « ce sont des sots ». Voilà du moins ce que je pense. Et le reste est pédantisme, cuisserie, et bon pour le pédagogue club. Ma foi, dis-je, je ne suis pas éloigné de penser comme vous. Et me voilà disposé à louer tout ensemble les sots, les bêtes, les imbéciles, voire les idiots et les stupides. Mais comment les louer, dit-elle avec surprise. Bien sûr. On ne peut que les louer lorsqu'on observe la marche du monde. Seuls sont heureux les imbéciles, et seule la bêtise est couronnée en amour et en affaires. En amour? Oh, il y a cependant des femmes qui mettent de l'intelligence au-dessus de tout, et ne sauraient aimer une bête. Oh, je veux bien qu'il y en ait, mais j'en ai pas rencontré. Le fait est qu'on ne cite guère d'hommes supérieurs qui aient été les héros d'un roman qui finit bien. L'amour n'est pas un échange intellectuel. Il est affaire d'instinct et obscure attirance que l'on explique et justifie comme on peut. S'il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre, comment y en aurait-il un pour son épouse? De Molière à Victor Hugo, combien de Sganarelle parmi les illustres? Et faut-il vous citer, entre les hauts esprits de ce temps, ceux qui furent heureux en amour? J'en serais curieuse, dit-elle. Et je serais bien embarrassée, car je n'en connais point. La plupart ont eu des aventures qui le plus souvent ont mal tourné. Mais l'amour passionné, fidèle et constant, je gage bien qu'ils ont dû se contenter d'en rêver. Savez-vous l'histoire de X? Le grand avocat? Oui. Dites? Eh bien voici. Il avait une maîtresse qu'il adorait. Distinguée, spirituelle et jolie comme un ange. Je n'emploie pas cette expression pour aller plus vite, mais parce qu'elle en convient. En vérité, on n'a jamais vu plus de pudeur que sur ce visage et dans ses yeux purs et fiers. X en était fou au point de s'afficher avec elle, et il songeait à l'épouser. Un jour qu'il devait être retenu à l'audience, je ne sais quel incident l'empêcha de plaider. À 2 heures de l'après-midi, il se trouva libre. Qu'eût-il pu faire, sinon courir chez son amie? Elle venait de sortir, mais sans doute rentrerait bientôt. Il s'installa dans le boudoir et attendit. Au bout de quelques minutes, il s'ennuya. C'est un homme qui ne fume pas, de peur de gâter sa voix, et il est difficile, si l'on ne fume pas, de rester aussi longtemps sans rien faire dans une pièce déserte. Alors il se leva, fit quelques pas, et se trouva devant un charmant bonheur du jour dont il avait naguère lui-même fait présent à son ami. Pourquoi l'ouvrit-il? Pas par discrétion, assurément, mais peut-être par désœuvrement ou machinalement, parce que la clé était sur la serrure. Enfin, je ne sais pas, mais il l'ouvrit. Il trouva plusieurs liasses de lettres admirablement classées. L'ange avait de l'ordre, et jusque-là X s'en était félicité. Une suscription frappa ses yeux. À briser après ma mort. Oh, il sourit de cet enfantillage. Alors il veut savoir quel secret plaisant elle peut bien consacrer sous cette pompeuse enseigne. 3 minutes après, livide et le cœur battant, il s'en allait, racontant une fable à la femme de chambre. On ne le vit d'un mois, pendant lequel on le crut en Égypte, plaidant pour une société opulente devant la justice kédiviale.
Et cependant, enfermé dans son appartement, il se grisait des lettres mortelles, annotait, supputait, calculait, et par habitude professionnelle composait un dossier, le dossier de son désespoir. Une police privée espionna la jeune fille, qui, ne se méfiant point, n'avait pas remarqué le vol. Lui-même rôda la nuit sous les fenêtres, guettant les ombres. Il sut ce que beaucoup d'autres savaient, les basses débauches, les rencontres fructueuses et clandestines. Il n'écrivit qu'une phrase à cette fille: « Souffrir n'est rien, mais avoir honte de souffrir, c'est l'enfer. » Quand il reparut au bas à la barre, à peine le reconnut-on. Et c'est depuis ce temps que vous lui voyez ses traits contractés et ses cheveux blanchissants. Vous rappelez-vous comme il était beau, mais il était trop intelligent et trop fin. On ne pouvait l'aimer. « Mais vous exagérez, me dit-elle, et vous extravaguez, parce qu'une gourgandine au visage angélique a ridiculisé les hommes de valeur. Allez-vous soutenir que tous les hommes de valeur sont pareillement trompés? Je ne le soutiens pas, je le constate. Rassemblée dans ce salon l'élite intellectuelle de Paris, et mêlée à elle une brute seulement, à condition qu'elle soit bien portante et agréable à voir. Puis regardez les femmes qui seront là. Oh, je vous promets des observations précieuses. Pourquoi, demanda l'abbé Coignard, là, jeune monsieur Anctil, pourquoi les femmes aiment-elles les capucins? Et monsieur Coignard de répondre: oh, la raison est que les capucins aiment avec humilité et ne se refusent à rien. La raison n'est encore que ni la réflexion ni la politesse n'établissent leurs instincts naturels. Le propos est sage. Dès qu'un homme s'éloigne de la brutalité primitive et tente de dissiper la bêtise originelle, il diminue du même coup les chances qu'il aurait d'être aimé. Il va rencontrer ces courtes passions que la curiosité et la vanité inspirent pendant quelques semaines à une cérébrale. Il connaîtra souvent le beau dévouement et la paisible fidélité d'un cœur conjugal. Mais l'amour, l'avidité cruelle et puissante de son être, l'insatiable appétit de présence, les aveugles pardons, enfin l'amour, lui sera généralement refusé. Au reste, tant mieux pour lui. Il est nécessaire d'être fort bête pour éviter les tortures de l'amour. Tout homme qui réfléchit trouvera dans les bras chéris 1000 occasions de souffrir, soit qu'il se défie de son amante, ce dont aucun être intelligent ne peut se dispenser, soit que, rassuré par ses artifices, il se croit tenté de montrer comme il aime. Malheur à lui, qui usera sa vie dans les pauvres calculs du cœur. Il voudra pénétrer dans les pensées de celle qu'il adore, et prétendra gouverner son imagination, ce qui est proprement déraisonnable. Au contraire, celui qu'une heureuse bêtise a visité dans son berceau se mettra en peine de rien, sinon de prendre à son heure ce que lui offre la nature. Son instinct assouvi, il se réclamera bien de plus, et aura rejoint la sagesse par le chemin le plus court et le plus aisé. S'il est dupé, il ne s'en percevra point, ou bien s'en consolera aisément. Car l'homme qui a peu d'idées s'en tient à la femme, et l'homme intelligent a inventé la dame, faussant ainsi. « Oh là !» dit-elle, « je vous écoute suffoquée, et me demande ce qui vous prend. Êtes-vous turc? Faut-il que vous trouviez derrière des grilles des esclaves dociles? Et limitez-vous l'amour à cet échange grossier de sensations communes? Prenez garde, vous tombez dans la misogynie. Et voilà justement ce qui est bête. » Est-ce bête? Peut-être. Mais je ne suis pas misogyne. Je connais, jeunes ou vieilles, des femmes délicieuses,
tant qu'on ne les aime pas d'amour. Mais pour plusieurs, j'ai connu aussi ceux qui les aimaient. Ils étaient intelligents et malheureux. Quand il m'a été donné de savoir en outre ceux qu'elles aimaient, j'ai vu ces idiots outrecuidants, avantageux, fort contents d'eux-mêmes, certains de n'être pas trompés, fort heureux par conséquent. Je vous le disais bien, vous êtes misogyne. Vous méprisez tellement les femmes qu'aucun de ceux qu'elles aiment ne trouve place devant vous. Loin de les mépriser, pour les choix grossiers qu'elles font le plus souvent, je les en loue. C'est elles qui ont raison. Je déteste les misogynes, parce qu'ils ne comprennent point. Je déteste aussi parce que leur aversion est toujours fondée sur quelque déception ancienne, ou une maladroite expérience. Ils ont demandé aux femmes plus qu'elles ne pouvaient donner, et ne leur pardonnent point l'erreur qu'ils ont commise. Qui de nous n'a pleuré pour le parjure d'une amoureuse? Mais s'il ne sait pas sourire après s'être essuyé les yeux, il est exécrable. Quoi? Haïr les hommes, femmes, parce que l'une d'elles vous a préféré un violoniste? Il n'y a rien de plus normal et de plus juste que cette préférence. Les femmes sont portées par la nature à payer du ton de leur corps les émotions qu'on leur fait ressentir. Et qui saurait leur dispenser plus d'émotions qu'un habile violoniste? Est-ce un historien ou un égyptologue? Est-ce le calculateur de génie? Est-ce le plus savant ingénieur? Est-ce même le romancier ou le poète? Ah, pour le coup, dit-elle, je vous arrête. Chacun sait que les romanciers et les poètes ont coutume d'allumer les passions. Oui, quand ils ont de l'œil, du cheveu et de la dent. Mais là, celle qui a rêvé d'un prestigieux écrivain, montrez ce sexagénaire. Non, non, ne forçons pas l'argument. Montrez seulement ce quadragénaire qui vient de porter un chef-d'œuvre à l'éditeur. Je doute qu'elle se jette dans ses bras et désire éperdument son étreinte. Je suis même à peu près certain qu'elle sera fortement déçue. Elle sera sage si elle va dépenser auprès de quelques drilles, sans réflexion ni talent, les ardeurs que lui a mises dans le cœur et les sens cet homme qui s'éloigne là d'avoir trop pensé. Le romancier, le poète, le grand compositeur valent beaucoup d'amour aux violonistes, aux acteurs et aux jeunes lecteurs, mais ils n'en retiennent guère pour eux. Et il faut écrire au-dessus de leur lit délaissé un grand Sic vos non vobis. La jeune femme rêva un peu, et une ombre de sourire erra autour de son visage. Mon Dieu, dit-elle, quand je pense à certaines de mes amies, je suis presque tentée de vous donner raison. Mais ne comprenez-vous pas l'amour et la fidélité? Il m'est arrivé de connaître certaines histoires. Oh, je ne sais comment partir. Enfin, j'ai su que des femmes, adorant un homme, le trompaient pourtant, soit dans une minute d'égarement, soit dans une minute de besoin pressant. Oui, répondis-je, je connais aussi des histoires de ce genre. Dans le besoin pressant d'un chapeau, dans l'égarement provoqué par un beau visage, ou une carrure athlétique, fût-elle servile, beaucoup de femmes ont fait subir à des académiciens des trahisons passagères. En vérité, il n'importe guère. Aucune femme peut-être ne fut toujours complètement fidèle, ni après tout aucun homme. Et je ne confonds pas, comme vous m'en accusez, la fidélité avec l'amour. Il faut céder quelque chose à la faiblesse de notre nature. Casta, soupir Ovide, quam nemo regavit. Comment dites-vous? Pardonnez-moi. Ovide affirme, celle-là est chaste, qui ne fut jamais sollicitée. Il est malaisé de résister à de fougueuses instances, et celui ou celle qui veut garder une vertu entière sera sage de fuir l'occasion. Ne parlons donc point des hasards que le malin suscite pour nous faire trébucher.
Ne réclamons pas une fidélité exacte, ni une constance à toute épreuve. Le malheur, c'est que les gens intelligents sont incapables de suivre cette règle et passent leur temps à scruter l'âme et les pensées de leur amante. On ne peut aimer sans être jaloux, proclame le peuple, qui a raison, me semble-t-il. Le plus bête est jaloux, mais avec simplicité et précision. Du moment où celle qu'il aime, est sous ses yeux, loin de tout rival, il se rassure. Au contraire, un esprit subtil est toujours inquiet. Avez-vous connu M. Non, qui est-ce? Dites, qui était-ce, car il est mort, et le chagrin, je crois bien. Je n'ai guère rencontré d'homme plus intelligent, plus lucide et plus fin. Plaisant cavalier, d'ailleurs, un peu cynique, peut-être un peu blasé aussi, pour avoir, durant le quart de siècle, étreint tant de beautés célèbres dans les deux mondes. Soudain, il s'éprend de cette fille splendide aux cheveux ardents qui attira jadis tout Paris dans un théâtre des boulevards et cessa de jouer parce qu'il le lui ordonna. Il ne la quittait guère et fut heureux jusqu'au jour où, s'étant rendu avec elle dans un concert, il entendit avec surprise déclarer « Ceci est de la deuxième manière de Beethoven ». Aussitôt il pense « Comment le sait-elle et qui le lui a dit ?» Bien sûr, elle le trompe avec un musicien, ou du moins avec un amateur de musique. Et il dénombre en esprit tous leurs amis. C'est pas celui-ci, oh non, c'est pas celui-là. Ah, ne serait-ce pas X, vieillard richissime. Oh, impossible, il est trop répugnant. Bon, néanmoins, il dissimule et observe. Et en moins de 8 jours, il est forcé de s'apercevoir que ce n'était pas vrai. Que c'était vrai. Et voyez à quoi lui a servi la clairvoyance, à découvrir son malheur. Quelque autre plus obtus aurait laissé passer les phrases révélatrices sans même la reluquer. Non, non, remontons beaucoup plus haut, parce que c'est pas l'autre qui disait que ce n'était pas vrai. Beaucoup plus haut, presque à la fin de l'autre. Après, vieillard richissime. Impossible, il est trop répugnant. Néanmoins, il dissimule et observe. Et en moins de 8 jours, il est forcé de s'apercevoir que ce n'était pas vrai, que c'était vrai. Et voyez à quoi lui a servi sa clairvoyance, à découvrir son malheur. Quelque autre plus obtus aurait laissé passer la phase révélatrice, sans même la remarquer. Les femmes disent tant de choses. N'est-ce pas hier que j'ai entendu une ancienne petite main, promue au rang d'épouse par un poète, parler de néo-darwinisme? À la place du poète, je me méfierais. Il doit y avoir dans la ruelle quelque étudiant en philosophie. Mon ami, n'aimez jamais personne si vous ne voulez torturer de vos soupçons une malheureuse et vous torturez vous-même. Oh, ce sera en effet le meilleur parti, et je suivrai votre conseil. Mais ne l'épargnez pas non plus aux autres. Pour être heureux en amour, il faut être bête et aimer bêtement, sans réflexion, sans jugement. Elle allait répondre, et je n'aurais pas eu aisément raison d'elle, si la femme de chambre n'avait pénétré dans le salon en annonçant D, l'homme politique. Bon, c'est un fidèle. Il n'est guère de jour où il ne vienne bavarder avec notre ami en sortant du palais Bourbon. Elle l'accueillit, selon sa coutume, avec transport, l'installa dans la meilleure bergère, lui versa du porto de ses propres mains, et l'interrogea passionnément sur la séance. « Ce fut assez calme, dit-il. Le petit F a prononcé un excellent discours. Ce jeune homme est singulier, car il sait mêler la précision au lyrisme, séduire à la fois le cœur et l'esprit, et émouvoir en démontrant. »« Mais il est plein d'un immense talent, s'écria notre hôtesse. N'oubliez pas, je vous prie, que vous avez promis de l'amener ici. Quelle force oratoire et quelle intelligence! Bon, trop d'intelligence, dit l'homme d'État.
c'est ce qu'il perdra. Oh, dit-elle, vous êtes venu vous donner le mot. Il est écrit qu'aujourd'hui mes plus chers amis n'auront à la bouche que le mépris de l'intelligence. Celui-ci, et elle me montra, soutient depuis 1 heure que pour être aimé, il faut être bête. Après tout, je le veux bien admettre. L'amour étant une bêtise, il est naturel que les bêtes y triomphent. Mais vous n'allez pas soutenir que politique aussi est l'affaire des idiots. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est à force d'intelligence que vous vous êtes imposé. C'est par votre hauteur d'esprit, votre magnifique raison, votre attachement à tout ce qui est noble, votre compréhension de toutes choses et la force de votre jugement que vous avez fait tant de fois triompher. Et on dit, elle se tut épuisée par les hyperboles, et il sourit. Oh, je voudrais bien mériter tous ces compliments, mais dans les succès que j'ai pu remporter, ni la raison ni le jugement, ni cette petite portion d'intelligence que vous m'attribuez n'entrèrent pour rien. Que fallait-il? Plaire, et sinon à tous, du moins au plus grand nombre. Donc cacher avec soin ce qui élève et distingue. Donner au plus petit député l'impression que je suis son frère, affectueux et dévoué. N'être pas fier, la grande règle de notre démocratie, où l'on pardonne tout aux bons garçons. Ne jamais examiner une question sous un aspect éternel, mais la réduire toujours à un intérêt de parti, intérêt de groupe, intérêt d'un arrondissement ou d'un homme. C'est dans les dictionnaires seulement que la politique est l'art de gouverner la cité. En réalité, elle consiste à séduire une assemblée par des moyens qui sont à peu près ceux d'un paysan qui vend sa vache à la foire. La moindre ruse y suffit, et une connaissance sommaire des hommes et des circonstances. Ah, ma bonne amie, si vous aviez entendu les conversations que je tenais avec mon chef de cabinet à la veille d'une séance dangereuse, vous auriez rougi de moi. Oh, ce n'est pas vrai, dit-elle, et vous vous calomniez. Point. Et l'homme le plus sot peut gouverner, à condition qu'il ait des choses, une vie directe et simple. Il y a eu au pouvoir des hommes intelligents, l'on ne disconvient pas, mais ils s'y étaient élevés que par des procédés fort médiocres, et ne s'y sont maintenus que par des pratiques extrêmement faciles. Leur intelligence ne les aidait pas, et au contraire leur nuisait. Il ne faut pas en politique beaucoup d'idées, elles gênent et encombrent. Il ne faut même pas beaucoup de formules. Pendant des années, il a suffi de dire aux députés « Je suis un républicain de gauche ». Cette expression a vieilli. Mieux vous remplacer aujourd'hui par celle-ci « Je suis un démocrate sincère ». Grâce à ce talisman, vous passez au travers des pièges les plus subtils. Vous tomberez, c'est entendu, car tout s'use, et il n'est pas de prestige qui puisse éternellement garder son éclat. Mais vous tomberez bien, ce qui signifie avec la certitude de vous relever et de reprendre le pouvoir au bout de quelque temps. Oh, divine bêtise, tu te prélasses victorieusement dans les alcôves et tu es assise sur tous les trônes. Et bien qu'il eût pris soin de prononcer cette dernière phrase avec un comique emphase, notre ami ne sourit pas. « Taisez-vous » s'écria-t-elle, « je deviens toute triste et vous n'êtes poli ni l'un ni l'autre. Car enfin je puis bien le confier à des hommes tels que vous, c'est-à-dire à ceux que je préfère sur la terre, oui, je puis vous avouer que parfois... Eh mon Dieu, oui, que parfois on m'a aimé. Était-ce donc pour ma stupidité? Et vous, homme d'État, je vous ai entendu parler dans toutes les grandes occasions, je vous ai admiré. Pour votre bêtise, allons. Votre paradoxe est amusant, mais un peu insolent aussi, mon cher ami. Elle eut pour prononcer « mon cher ami » une inflexion presque voluptueuse et qui ne lassa pas de remuer agréablement le vieux consulaire dont je vis les paupières plisser et battre légèrement. « Dieu me garde de vous déplaire, dit-il,
Et je me rappelle avoir adressé un jour à toute une assemblée délirante un discours qui n'était vraiment destiné qu'à vous, car je vous avais découverte au premier rang d'une tribune, et dès lors je n'eus plus d'autre dessein que de faire battre l'une contre l'autre ces deux petites mains que voilà. Oh, fit-elle avec une charmante confusion, comme je suis contente. Quoi? Vous m'aviez vu? Oh ben non, vous me le dites pour me flatter. Quoi qu'il en soit d'ailleurs, n'allez pas soutenir que ce jour-là vous fûtes bête. Vous étiez sublime, et la chambre entière en jugea comme moi, puisque, décidée à vous renverser, elle eut à la fin contrainte de vous acclamer. J'ai compris en cette circonstance un mot que rapportait souvent mon père, le mot de Clovis Hugues à Gambetta. Non, tu ne parleras pas, car si tu parlais une fois de plus, tu nous ferais changer d'avis. Changer d'avis, s'étonna le vieil homme d'État. Clovis Hugues a-t-il réellement dit cela? Quelle sottise! Jamais la Chambre n'eût eu un avis. Jamais aucune assemblée au monde n'a pu se flatter de posséder un avis. Elle aime ou elle n'aime pas. C'est comme dit un penseur, un grand animal sensible. Il ne faut point chercher à la convaincre. Impossible entreprise. Mais on peut la persuader. En d'autres termes, négligez vos cerveaux, car elle n'en a peut-être pas. Mais tâchez d'émouvoir son grand sympathique. Un orateur sec et purement démonstratif a-t-il jamais pu modifier un vote? C'est vrai, ne puis-je m'empêcher de dire. J'ai assisté voici plusieurs années à une séance où deux orateurs notables prirent la parole tour à tour. L'un d'eux disait la vérité, que par hasard je me trouvais connaître. Mais sa voix est nasale et son accent emprunté. Pendant qu'avec des intonations précieuses il parlait franc, chacun pensa qu'il mentait. Vint son adversaire, qui tira de sa poitrine les plus émouvants mensonges, et on tomba d'accord qu'il disait vrai. Oui, me le rappelle, dit en hochant la tête de l'ancien ministre. Si l'on veut faire entendre une vérité, il faut la chanter sur une lyre. Et que venait faire X à la tribune avec sincérité, sans charme? N'a-t-il pas lu l'histoire parlementaire? Il y eut à la Constituante un grand homme et un vrai politique, c'était Sieyès. Il avait écrit cette fameuse brochure qui avait subi tous les esprits et déchaîné la Révolution. On attendait qu'il jouât un vaste rôle, mais il ne sut pas émouvoir le grand animal, qu'il a trouvé obscur et métaphysicien. Ce penseur n'était pas capable de séduire. Il n'avait à son service que sa haute intelligence, et dut l'employer principalement à se cacher sous la terreur. Sa carrière fut bornée entre deux écrasements, Mirabeau et Bonaparte. Ah, parlons un peu de ces deux héros. Direz-vous que Mirabeau et Bonaparte furent des sots? Le direz-vous? Ah, parlons-en un peu de ces deux héros. Direz-vous que Mirabeau et Bonaparte furent des sots? Le direz-vous? Non, peut-être, mais ce n'est pas leur intelligence qui les servit. Ce furent des qualités de Bouvier ou de Dompteur. Leur capacité d'agir est ce qu'on appelle le caractère. Or, le caractère, comme la puissance d'action, peuvent se trouver en des hommes de néant. Il y a de grands hommes qui sont de petits esprits, et de grands esprits qui ne seront jamais que de petits hommes. Que faut-il à un chef? Entraîner? Et entraîne-t-on par la raison? Non. C'est par le ton, le geste, le regard, et un prestige impossible à définir, qui d'ailleurs est le plus souvent décevant et mensonger. Mais enfin, s'écria notre hôtesse, allez-vous soutenir, vous, et ces trois vœux composèrent une mélodie ascendante, que l'on gouverne le monde par la bêtise.
Certes, c'est en effet par la bêtise que l'on agit sur une majorité qui par définition est bête. L'intelligence étant chose relative, n'appartiendra jamais au plus grand nombre. Quand nous disons de quelqu'un il est intelligent, cela ne veut rien dire. Sinon, il est plus intelligent que beaucoup d'autres, que la plupart des autres. On n'imagine donc pas une majorité intelligente, et heureusement, car aucun État ne peut être conduit si les mots sots y abondent. Ah, mais en voilà bien d'une autre. Mais vous avez juré que je deviendrais folle aujourd'hui. Mon ami, je courrais désormais me réfugier à la campagne, et je renoncerai au seul amusement que j'ai jamais eu dans la vie, gouverner. Si brusquement l'intelligence générale montait d'un degré, la mienne restant ce qu'elle est. Voyez qu'il n'y a jamais eu qu'un moyen de se hisser au pouvoir, c'est de crier « Peuple, on te trompe !» Qu'est-ce à dire, ceci? Peuple, tu es stupide. Peuple, je vais t'apprendre comment on t'a berné jusqu'ici, quand tu es incapable de t'en apercevoir tout seul. Si le peuple n'était pas stupide, il nous rendrait la tâche impossible. Supposez-le capable de nous contrôler et d'apprécier exactement ce que nous faisons. Aussi l'État tremblerait sur ses bases. Un bon gouvernement doit se proposer comme but essentiel de maintenir le peuple dans une sage ignorance et de ne point l'alarmer, car la crainte est chez les peuples le commencement de la réflexion, et la réflexion a jeté bas tous les trônes et ruiné toutes les régimes. Le moindre philosophe vous dira Oh, interrompit la jeune femme, nous allons savoir ce que dit non le moindre, mais le plus grand des philosophes. Elle se leva en hâte, car, sans faire de bruit et avec timidité, s'approchait d'un petit vieillard qu'on n'avait pas annoncé. Comment s'arrange-t-il? Jamais cet illustre ne trouve personne à l'antichambre pour le recevoir et l'introduire. Il s'assit sur le bord d'un fauteuil et, clignant un peu des yeux pour nous bien reconnaître, demanda de quoi il s'agissait. On le lui dit. Il respecte les gens en place et les pouvoirs établis. J'étais donc bien sûr qu'il ne donnerait pas tort à l'homme d'État. Soutenez-moi, lui disait pourtant notre ami, n'est-ce pas qu'il est faux que l'on ne peut gouverner que par la bêtise? Madame, dit-il, ce n'est peut-être pas le seul moyen, mais c'est infaillible. En voyez-vous un autre? Demanda ironiquement le ministre. En principe, répondit le philosophe, on peut imaginer un peuple si intelligent et si éclairé qui s'imposerait lui-même la discipline, sans quoi tout empire s'écroule. Il choisirait ses chefs parmi les meilleurs et les plus désintéressés. La raison et la morale, qui n'est qu'une forme de la raison, dicteraient sa conduite et inspireraient ses solutions. Mais je ne pense pas que l'histoire nous ait jamais présenté un tel exemple. L'expérience nous enseigne qu'un chef ne dure que si l'on renonce à le juger. Ce règne est donc fondé sur l'abdication de l'intelligence. Vous retardez, dit la voix harmonieuse de notre ami, et vous déplacez le problème. Dans les temps jadis, en des époques abolies, nous avons eu en effet des chefs qu'on ne jugeait point et qui régnaient parce que le peuple avait, volontairement ou non, perdu le droit de réfléchir. Son intelligence ne s'exerçait point sur les affaires politiques. Mais revenez à vous, mon cher philosophe, et à notre âge. Regardez le régime présent. Je vois partout l'intelligence, puisque le contrôle est partout. À ce moment, elle pensa s'interrompre, car le reflet d'un sourire se jouait sur le visage fin et fatigué du ministre. Mais elle est obstinée. Voyons, dit-elle, vous ne souviendrez pas que le contrôle manque. Je vous ai entendu 100 fois vous plaindre de l'abus qu'on en fait. Vous gémissiez. Comment peut-on gouverner sous 600 regards qui vous surveillent du palais Bourbon et 300 du Luxembourg? Vous m'avez fait rire même un jour en soutenant qu'il fallait compter le double,
qu'il y avait en réalité 1200 regards à la Chambre et 600 au Sénat, chacun étant bigle et louche, et se portant à la fois vers la droite et vers la gauche. Ah, cette fois, je vous tiens, vous ne m'échapperez pas. Il y a un contrôle, et ce n'est pas l'instinct qui contrôle. L'instinct peut contrôler, souffla le philosophe. Et c'est lui qui contrôle, confirma le ministre. C'est lui seul. Au premier jour de mon ministère, on m'interpelle selon l'usage. Je monte à la tribune. Mon prestige est neuf, encore. C'est tout ce qu'il faut. Que je parle bien ou mal, que j'ai tort ou raison, il n'importe guère, je suis là. On ne va pas me renverser dès l'abord. Cela s'est vu pourtant, non pour vous, mais pour un autre. Oui, on a vu un ministre renversé sur sa déclaration ministérielle. Mais on ne l'a vu qu'une fois. Mais on l'a vu. Qu'était-il arrivé? Non point que ses idées eussent déplu. En effet, celui qui fut appelé à la remplacer n'en exprima point d'autre. Et l'Assemblée les approuva aussi, fort qu'elle avait blâmé des jours auparavant. Paradoxe. On ne gouverne pas avec des idées, mais avec des hommes. Oh, mais ne voilà-t-il pas qu'il me donne raison, ma chère amie? Non, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Les idées sont exprimées et formulées par un homme. Voilà ce que j'ai voulu marquer. Or, en cette occasion, les idées plaisaient, mais on n'avait pas confiance dans le premier qui l'exprima. Et pourquoi? Il était fort rassurant. Oh, je l'entends encore, de sa voix fluette de septuagénaire, promettre « Je gouvernerai à gauche, très gauche ». Mais cette phrase fut dite sur le ton de la mélopée. Il fallut que cet homme fût moins vieux et qu'il pût crier. On affecta de ne pas le croire, et pourtant il n'avait pas mis la main sur son cœur, ce à quoi je reconnus qu'il ne mentait point. Il aurait certainement gouverné, très à gauche. Seulement, ses collaborateurs n'étant pas choisis dans le parti dominant. Ceux qui veulent renverser ambitionnaient des portefeuilles pour eux et leurs amis. C'était pas un contrôle, c'était appétit. Et cet unique exemple de notre chronique parlementaire se retourne contre vous. J'en suis fâché. Je voudrais bien vous donner raison, d'abord pour vous plaire, et puis pour m'encourager moi-même. Car le jour où je reviendrai au pouvoir, il me serait agréable de penser que je gouvernerai des intelligences par l'intelligence. Il affecta de soupirer, puis « Malheureusement, il n'en sera rien. Je ne gouvernerai que des intérêts par des combinaisons. » Réfléchissez, ma chère amie, qu'il n'y a que deux sortes de cabinets ministériels. Les uns s'appuient sur un parti ou sur un groupe de partis qu'on appelle blocs. Les autres prennent le nom de ministres de concentration, c'est-à-dire qu'ils se composent de ministres pris dans les diverses coteries des assemblées. En votant pour le ministère, chacune de ces coteries vote pour son homme. Et ainsi voit-on qu'on approuve telle réforme militaire en considération la ministre du Commerce ou tel projet financier à cause du ministre de la Marine. Vous sembliez croire tout à l'heure qu'à notre époque et sous notre régime, il n'y a plus de chefs. Il y en a, mais ce sont des chefs de clan. J'ai été l'un d'eux, je le serai encore, ne pouvant m'imposer par la force, ce qui serait simple mais démodé. Et en outre, contraire à tout le système. Je recourrais aux phrases pathétiques dans la salle des séances et à l'intérêt dans les couloirs. Non point, vous me comprenez, aux bas intérêts d'argent. Les faux secrets sont mal fournis, et nos chambres au surplus ne sont pas vénales. Mais à l'intérêt de gloriole, qui est le plus puissant à l'ambition, à la rancune, enfin, à diverses passions. Quant à avoir raison, je ne m'en soucie point, car ce n'est pas tant la règle du jeu. Eh, dit-elle, ne faut-il pas une intelligence supérieure pour manier les passions des hommes
et en jouer ensemble comme des pièces d'échecs. Oh, je crois bien que le mépris suffit. Il ne s'agit pas d'une partie d'échecs. C'est simple comme un divertissement de foire. À grands coups de maillet, il faut frapper sur quelques épards au ressort aussi épais que possible. Mais à quoi servirait donc l'intelligence demanda-t-elle. À se tromper et à être trompé, répondit l'homme d'État. Oh, tâchez d'être utile aux autres, dit de sa petite voix désabusé le philosophe. Mais pour soi, on n'en tire rien, ni succès, ni bonheur. Ah non, pour le succès, vous n'avez pas le droit de parler ainsi. C'est un blasphème que contredit toute votre œuvre, car l'intelligence l'a dicté, et vous voilà pourtant au fait des honneurs. Oh, ne confondons point les honneurs et le succès. Si j'étais d'âge et d'humeur à sortir après dîner, je crois savoir qu'en divers théâtres, je pourrais aller voir les plus humbles stupides vaudevilles, dont l'auteur tire un succès légitime. Si au lieu de m'user dans l'éveil, je n'avais comme lui songé qu'à divertir mes contemporains, je serais sans doute aussi craint que je le suis, aussi connu que je le suis, et davantage, selon toute apparence. Ce ne serait point sans doute des mêmes gens, mais qu'importe. En matière de réputation, il semble que le nombre soit être considéré en premier lieu. Aucun cénacle n'a jamais pu dispenser une considération qui réchauffe le cœur, et c'est l'acclamation populaire qui est le critérium de la gloire. Pour le reste, je me serais livré sans doute à d'autres orgies que celles de la méditation, dont je suis là, et qui me font un peu tard regretter celles que je n'ai pas connues. J'en arrive à la conception de Renan, qui avouait sur la fin de sa vie que les frivoles sont les vrais sages. Et vous savez la conclusion de l'abbesse de Jouarre. L'homme d'État sourit. Vous me rappelez, dit-il, durant une sentence de mon vieil ami Adrien Hérault. Oh, c'était sans doute l'homme le plus fin de son temps, et il n'eut ni bonheur ni gaieté, bien qu'il ne donnât l'illusion aux sots. Or, une jeune femme, un soir, devant moi, lui apporta un album pour qu'il écrivît une pensée. Il ne se fit pas prier, car elle était jolie, et il n'était jamais à court de pensées ou de mots, ce qui est la même chose. Il prit donc son crayon et écrivit « Le plus clair de nos bonheurs est fait de nos vices ». Il allait refermer l'album, mais déjà l'impatiente tendit la main. Mais penchant la tête de côté et clignant des yeux, le père Hébrard saisit à nouveau son crayon, et de sa petite main courte, il ajouta « Et le plus clair de nos profits est fait des vices des autres. » « Oh » s'écria notre hôtesse, « c'est ravissant !»« Oui, dis-je à mon tour, un ravissant éloge de la bêtise, car le vice rend l'homme pareil à la bête, ainsi que tous les moralistes vous le diront. Si donc les vices sont capables de nous dispenser bonheur et profit, mais que restera-t-il à l'intelligence? Les privations, répondit le philosophe, et le renoncement. Mais encore suis-je bien sûr que cela doit lui appartienne en propre. La fin suprême de toute intelligence, c'est la sagesse. Or à quoi vise la sagesse? À atteindre péniblement ce qu'un stupide possède par nature, c'est-à-dire l'indifférence. Quand nous louons le bonheur des champs, nous avons raison, certes, mais nous louons la bêtise. L'intelligence gêne pour être heureux aux champs. Un homme supérieur montre de l'héroïsme en vivant dans une chaumière, loin des excitations intellectuelles. Et cet héroïsme même condamne l'intelligence. Réfléchissons en effet que tout héroïsme est imbécile. C'est le comte de Lille, je crois, qui s'amusait à soutenir
que rien n'est plus sot que de préférer la mort au déshonneur. Et si l'on veut en effet classer nos biens misérables par ordre de grandeur, il semble bien que l'existence doit venir en premier lieu, puisqu'elle supporte tout le reste. Elle serait donc préférable à l'honneur. Au reste, le déshonneur, qu'est-ce? Une mauvaise opinion que les autres ont de nous. Mais l'intelligence ne nous apprend-elle pas à faire fi de cette opinion? J'ose à peine répondre, dit notre ami, tant je me sens petite devant vous. Mais je conçois pourtant un déshonneur que tout le monde autour de moi ignorerait et qui m'empêcherait de vivre. Mais ce serait votre grandeur, et votre sottise aussi. Tout ce qui est sublime, héroïsme, dévouement, courage, serait bêtise du point de vue de la raison pure. Aussi tout ce qui ennoblit l'homme, tout ce dont il est justement fier, n'est pas du domaine de l'intelligence. Un pur esprit pourra étendre à l'infini ses calculs glacés, mais pour être grand, il doit descendre, épouser l'animalité, sentir. L'homme, merveilleux compte de l'esprit et des sens, ne s'élève et ne se dépasse que par les sens. C'est en quoi le paysan le plus obtus, saisissant un drapeau le jour du danger, est plus haut, plus admirable que l'intellectuel qui prétendrait demeurer au-dessus de la mêlée. « Bravo !» cria une voix. Et nous vîmes seulement alors que, doucement, était entré Meyersbach, le grand banquier. On sait son histoire, qu'il raconte à qui veut l'entendre. Il vit le jour dans un petit village d'Alsace, où son père était chantre de la synagogue. Venu à Paris dès 15 ans, il entra comme petit commis chez un changeur de la rue Vivienne. Et c'est de cet humble poste qu'avec une prodigieuse rapidité il grimpa jusqu'à la royauté de la bourse. Sa puissance obscure s'exerce aujourd'hui dans les deux mondes et pose sur tous les États. Le ministre le salua avec empressement, et le philosophe même sembla lui témoigner une considération particulière. « Cher ami, s'écria notre hôtesse, comme vous êtes gentil de venir ce soir, et quel service vous allez me rendre. Figurez-vous que ces trois humoristes, car ils n'en ont pas l'air, mais ce sont des humoristes, me tourmentent depuis 1 heure. Oui, ils me tourmentent en me démontrant que l'intelligence ne sert à rien, que la bêtise seule mérite notre recherche et nous donne l'amour, la puissance et le bonheur. Oh, je n'en puis plus. J'ai dit tout ce que je savais, enfin, vous voilà. Et déjà, il suffit que vous soyez ici et qu'on vous voie pour que le paradoxe devienne insoutenable. Néanmoins, parlez. Parlez, je vous en supplie. Dites-leur ce que l'intelligence vous a donné à vous. Après quoi, ils n'auront plus qu'à se taire. Mais d'abord, voulez-vous un verre de Porto? Je prendrai plutôt du thé, répondit-il d'une voix légèrement gutturale, avec beaucoup de lait. Comme cela. Je vous remercie. Et maintenant, je demanderai la permission de ne pas discuter avec ces messieurs. Ils sont tellement plus intelligents que moi qu'ils savent aussi beaucoup mieux ce qu'il faut penser de l'intelligence. Je serai battu. Il ne faut pas être battu quand on peut faire autrement. Oh, dit-elle, ce n'est pas de jeu. Vous répondrez. Et ne faites pas le modeste. On vous connaît. Personne n'est plus intelligent que vous, et vous l'avez prouvé. Mais je n'aurais pu le prouver qu'en restant dans la misère, ou bien en y retombant après en être sorti. Toutes les fois qu'on parle finance, il faut se rappeler l'histoire de Laffitte, que vous savez certainement. Quelle histoire de Laffitte? Ah, l'histoire de l'épingle. Oui, l'histoire de l'épingle. Y a-t-il rien de plus bête au monde? Perregaux refuse une place à un garçon qui était certainement pourvu des meilleures références, et les deux patrons qu'il avait employés jusqu'alors le traitaient comme un fils.
Mais il le rappelle par la fenêtre lorsqu'il a vu ramasser une épingle dans la cour. C'est idiot, et pourtant, Perregaux avait raison. Il montrait une compréhension fort exacte des qualités nécessaires à un manieur d'argent. La première, celle qui est indispensable et suffisante, c'est une minutieuse attention à n'en laisser perdre rien. Les beaux certificats du notaire Lesseps et de M. Faumanès, célébrant l'intelligence du jeune homme, étaient propres à inspirer quelque défiance à un grand banquier. Il ne faut pas, dans notre parti, des employés trop intelligents, ni qui aient la moindre imagination. Mais nous avons besoin de gens pareils à nous, qui ne laissent traîner ni les épingles ni les liards. Tout le secret de la fortune est là, et vous voyez comme il est facile et bas. Laffitte marchait les yeux baissés vers la terre. Bonne note, bonne note. Il distingua une épingle. Excellent. Il la ramassa. Parfait. Ce n'est pas d'astrologues que nous avons besoin. Ils tomberaient dans le puits et nous entraîneraient avec eux. C'est de lucides ramasseurs d'épingles. Et celui-là était particulièrement recommandable, puisque, du fond du souci où l'avait plongé son échec, il voyait pourtant les épingles et ne négligeait pas de se les approprier. Elle rit franchement. « Et vous, demanda-t-elle, est-ce en ramassant des épingles que vous êtes arrivé où vous voyons ?»« Non, dit-il gravement, c'est en faisant bien des courses. Je succédais à un commis qui aimait à bagnauder. Moi, j'allais vite sur mes jeunes jambes. Je disais tout juste ce qu'on avait chargé de dire, et je rapportais exactement ce qu'on m'avait répondu. Mon patron me distingua et se prit à m'aimer. Il avait raison aussi. Dans le commerce, et surtout dans le commerce d'argent, il faut de l'application et de l'assiduité. Pour le reste, il faut quelques notions très simples et des calculs d'école primaire. Alors cette grande opération que vous avez faite l'année dernière, où ça, en Colombie, je crois. Non, ce n'est pas en Colombie. Enfin, peu importe, c'est une formidable opération. Vous l'avez menée à tout bout par une courte arithmétique. Bon, non, il y a des multiplications à 3 chiffres. J'ai fait des multiplications à 9 chiffres. Il y a tant de zéros. Et vous ne connaissez pas de financiers intelligents? Oh, s'écria-t-il, j'en connais au contraire, ou plutôt j'en ai connu, car maintenant ils sont en prison. Il faut s'en consoler, car ce fut toujours ainsi. Un financier intelligent et fastueux, méprisant les épingles, mais c'est beau marché, ou c'est ouvrard. L'un mourut ruiné, et l'autre passa en prison la moitié de sa vie. Ouvrard en prison. Le Napoléon de la finance, l'homme génial dont les plans me confondent, celui qui devrait bien renaître pour nous en tirer d'affaire aujourd'hui. Mais non, qu'il demeure sous la terre. Il sera encore persécuté, calomnié, emprisonné. Des gens comme moi sont suffisants, qui se contentent de mettre en pile l'argent que les autres ont fait rouler. Oui, voilà tout le secret de la fortune publique et privée. On ne crée pas d'argent, on l'empile. Et c'est simple, comme je vous l'ai déjà assuré. Un peu moins simple que de le faire rouler, murmura en souriant le ministre. Peut-être, répondit Meyersbach. Encore, cela dépend-il des natures. Tout le monde ne sait pas dépenser, enfin je veux dire, tirer de l'argent tous les plaisirs qu'il peut donner. J'ai même cru remarquer que les gens intelligents y sont particulièrement impropres, et je les en loue, car ces plaisirs sont après tout fort limités, fort grossiers. Vous savez peut-être la plaisante et sublime histoire juive de Jacob et d'Isaac. Oh, fit notre ami, toutes les histoires juives sont de Jacob et d'Isaac.
Bien dans celle que je voudrais vous rappeler, Jacob rencontre Isaac qui s'écrie « Comme te voilà beau, Jacob, et comme tu as une chemise bien blanche. » « Oui, répond Jacob, depuis que je gagne beaucoup d'argent, je change de chemise tous les jours. »« Oh, et alors, que doit faire ton oncle Moïse, qui est si riche ?»« Mon oncle Moïse, il change 2 fois par jour. »« Est-ce possible ? Et Rothschild alors ? Rothschild, il change continuellement. » Il est superflu de dire que pour raconter cette histoire, Meyerbeer avait pris le ton qui convient. Et même, arrivé à la dernière répartie, il fit tournoyer ses bras au-dessus de sa tête comme un homme qui retirait 1, 2, 10 chemises. On riait, il en fut ravi, car son ambition serait de charmer ses contemporains par la parole, et il échangerait la moitié de sa fortune contre une renommée d'homme spirituel. Du moins, on le dit, mais je n'en sais pas certain. Le fait est qu'il promena sur nous un regard enchanté, et je redoutais qu'il dévidât tout le peloton des histoires juives, qui sont innombrables et un peu trop connues. Fort heureusement, il n'en fit rien et reprit sur un ton assez oratoire. Quelle juste morale se dégage de cette drôlerie? Pour tirer de son immense fortune un plaisir proportionnel à cette fortune même, il faudrait en effet qu'un Rothschild pût changer de chemise tout le temps, se promener tout le temps, manger tout le temps, chasser tout le temps, en somme acheter tout le temps quelque chose. Il faudrait que ses journées fussent infinies, et sa capacité physique pareillement. Mais la sagesse des nations proclame qu'on ne dîne pas 2 fois. L'homme très intelligent, qui serait très riche, tomberait rapidement dans la bêtise des collections, ou bien abandonnerait les 3/4 de son revenu à des œuvres pies. Les joies de l'esprit ne s'achètent pas. On ne peut acquérir que des jouissances matérielles, c'est-à-dire celles qui contentent notre animalité. D'où il suit que le plus bête soit aussi celui qui tire le meilleur parti de la fortune. Mais cependant, dit notre ami, combien d'hommes distingués j'ai entendu déplorer leur pauvreté qui les empêchait de se consacrer tout entier à une belle œuvre. Oui, dit le philosophe, et cette plainte n'a pas retenti seulement à notre époque. Je crois bien que c'est Juvénal qui s'est écrié avec mélancolie. Perce difficilement ceux dont le génie est contrarié par la gêne. Et Bossuet écrivait à l'un de ses amis « J'ai pas la moitié de mon esprit quand je suis à l'étroit dans mon domestique. » Bossuet s'écria Meyerbeer. Oui, Bossuet lui-même, mais en réalité, il fut le prélat le plus endetté du royaume et ne semble pas avoir eu l'esprit rétréci. On ne connaît guère de grands hommes qui aient trouvé la fortune dans le berceau, et ceux qui envient l'argent doivent envier aussi la bêtise, qui en est généralement comblée. Sans doute, il permettrait de travailler plus confortablement et sans souci, mais il en détournerait aussi. Je pense, pour le reste, comme M. Meyerbeer, qui fut pauvre autrefois et se trouve aujourd'hui l'un des plus riches du continent, seule la bêtise est capable de goûter dans leur plénitude les jouissances qui se peuvent acheter. Et donc ne me démentira pas si j'assure que ce qu'il apprécie avant tout dans l'argent, ce sont les combinaisons par lesquelles on se le procure et on l'augmente. Il ne satisferait aussi bien de hautes mathématiques, ou même de la philosophie comme Spinoza, à qui il ressemble un peu, si j'en juge, par les rares portraits qui nous sont parvenus. Bien, cria notre ami, pendant que le visage de Meyerbeer s'empourprait de confusion et d'orgueil. Il est entendu que la bêtise règne, qu'elle seule est aimée, qu'elle seule est riche, qu'elle gouverne les États et séduit tous les cœurs, mais comptez-vous, pour rien, la douleur de se sentir privé d'intelligence? Personne ne se sent jamais privé d'intelligence.
sauf peut-être les hommes très intelligents, répartit le philosophe. J'ai parfois entendu des imbéciles regretter de n'être pas instruits, mais jamais aucun d'eux ne se plaignait d'être imbécile. Pour apercevoir son imbécilité, il lui fallut ne pas la voir. Et en cela aussi la bêtise est enviable. Elle épargne à ses favoris les inquiétudes qui torturent tous ceux qui pensent. Elle les comble de cette heureuse audace qui est le privilège de l'inconscience. Hélas, reconnaissons que toute cérébralité est maladie. Et s'il était possible que l'intelligence se développât sans fin, l'humanité périrait infailliblement. Mais grâce à Dieu, nous pouvons nous rassurer. La pensée humaine n'a fait aucun progrès depuis Platon. Aussi reste-t-il sous le ciel quelques miettes de bonheur que se partagent la bêtise et la sottise. « Et ne voudriez-vous pas être heureux ?» demanda-t-elle. « Certes, je le voudrais. »« Même au prix de l'intelligence ?»« Hélas, non, dit-il. » Elle se tourna vers nous. « Et vous, fit-elle, choisissez-vous d'être heureux ?»« Non, dit l'homme d'État. »« Non, dit Meyerbeer. »« Madame, dis-je à mon tour, la réponse est déjà dans le conte que je vous citais tout à l'heure. Le Brahmin refuse le bonheur dont jouit la vieille et sa stupide voisine. Je ne trouvais personne, ajoute Voltaire, qui voulut accepter le marché de devenir imbécile pour devenir content. De là, je conclus que si nous faisons cas du bonheur, faisons encore plus cas de la raison. Mais, après y avoir réfléchi, il paraît que de préférer la raison à la félicité, c'est être très sensé. Comment donc cette contradiction peut-elle s'expliquer? Comme toutes les autres. Oui, il y en a de quoi parler beaucoup. Je ne parlerai guère quant à moi, répondit-elle, car je dîne en ville et il est temps que je songe à m'habiller. Cependant, je pense que si vous ne voulez pas renoncer à l'intelligence, c'est que vous espérez, contre tous vos raisonnements, parvenir malgré elle à rencontrer quelque bonheur. Ou plutôt, dit le ministre, la bêtise n'est pas si injustement distribuée que nous n'essayons pas notre petite part. Au pis-aller, dit Meyerbeer, mais nous profiterons de celle des autres. Et enfin, acheva le philosophe, le comble de l'intelligence, c'est peut-être la bêtise.